Bonjour à tous et bienvenue dans notre quatrième et dernier épisode de la convergence au sens de D'. Donc, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Dans cet épisode, on va donner un exemple d'une suite de fonctions fn. Donc fn, ça va être des fonctions de R dans R, telles que la suite de fonctions, elle converge vers 0 presque partout, mais par contre, si je la considère comme une suite de distributions, donc je regarde les distributions associées, je vais avoir une convergence vers le delta de Dirac au sens de D'. Alors c'est quelque chose auquel on n'a pas du tout l'habitude, c'est une suite de fonctions qui convergent vers deux choses différentes, mais il faut bien être conscient qu'il n'y a pas d'anomalie avec ce que vous connaissez parce que ce n'est pas les mêmes objets. C'est la suite de fonctions qui converge vers 0, alors que c'est la suite de distributions qui va converger vers le delta de Dirac. Alors je vous préviens tout de suite que la partie B sera plus technique, donc c'est pas le type d'exercice que j'attends que vous soyez capable de réaliser seul, mais par contre je pense que c'est très important que vous voyez une fois le raisonnement. Alors le point A par contre, ça c'est quelque chose que vous pourriez tout à fait faire comme exercice. Donc, je vais commencer par vous donner la suite de fonctions. C'est soit n dans n sauf 0, on définit la suite fn de x qui vaut n demi si x est plus petit ou égal à 1 sur n et 0 sinon. Donc je l'ai représenté ici. C'est le type de fonction qu'on a déjà vu qui vaut n demi sur un palier entre moins 1 sur n et 1 sur n et qui est nul partout ailleurs. Alors, la convergence presque partout vers 0, ça c'est un exercice que vous pouvez faire. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire l'exercice par vous-même. Donc je suppose que vous avez fait l'exercice. On va corriger ensemble. Et ce qu'on peut en fait montrer, c'est que en fait on converge vers 0 partout sauf en 0. Donc en fait pour tout x dans R sauf 0, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x vaut 0. Si x égale 0, mais là on est tout le temps dans l'intervalle, donc ici on va tout le temps être dans cette partie-là de la définition, donc la limite ça va être n demi, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, là on n'a pas convergence vers 0, c'est ok, c'est le seul point où on avait toléré un problème. Et si x est différent de 0, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on soit strictement positif ou strictement négatif, il y a bien un moment où n sera tellement grand qu'on va sortir de cet intervalle moins 1 sur n, 1 sur n, et quand on sort de l'intervalle, qu'est-ce qui va se passer? La valeur est tout le temps nulle. Donc formellement, c'est un argument qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Si x est différent de 0, il existe un n0, tel que pour tout n strictement plus grand que n0, bien, notre x en valeur absolue va dépasser 1 sur n, ce qui veut dire qu'à partir de là, fn de x vaut tout le temps 0, et donc la limite en plus l'infini de fn de x c'est 0. On a donc convergence vers 0 presque partout. Donc ok, on vient de démontrer le point A, ça c'était pas très surprenant. Maintenant on va passer au point B, et c'est là que je vous ai prévenu que ça allait être un petit peu plus compliqué que les exercices qu'on fait d'habitude. Je veux dire plus compliqué, pas à suivre, mais dans le sens de avoir les idées, il y a un moment, il y a une astuce qui sort de nulle part, si on ne l'a pas imaginé, on ne voit pas comment y penser. Ce qu'on va montrer, c'est que si je considère la suite des distributions, elles convergent vers le delta de Dirac au sens de D'. Qu'est-ce que c'est étudier la convergence d'une suite de distributions? Ça revient à calculer la limite des TFN de phi, quel que soit phi dans des rondes. Qu'est-ce que c'est TFN de phi? C'est, donc ça c'est juste la définition, l'intégrale sur R de fn de x fois phi de x dx. Première étape, on ne regarde pas ce qu'il y a dans la parenthèse pour le moment, là j'écris juste la définition, c'est quoi phi par définition? C'est la fonction qui vaut n demi entre moins 1 sur n et 1 sur n, donc, et 0 partout ailleurs, donc là où c'est non nul, c'est seulement entre moins 1 sur n et 1 sur n, et fn, je le remplace par n demi qui est indépendant de x, donc je peux le sortir. À ça, et c'est là qu'il y a un truc auquel il faut penser, j'ai le droit de dire, si tfn de phi est égal à ça, c'est aussi égal à ça, moins f0 plus, moins phi 0 plus phi 0. Rajouter ça, c'est rajouter 0, donc j'ai tout à fait le droit de le faire. Première idée à avoir, et deuxième idée à avoir, c'est de se rendre compte que vu que j'intègre entre moins 1 sur n et 1 sur n, et que je multiplie par n demi, ajouter, mettre le moins phi 0 à l'intérieur ou à l'extérieur de la parenthèse, ça revient au même.
je vous en ai convaincu, c'est la petite étoile ici dans ce petit encadré. Effectivement, si je regarde l'intégrale entre moins 1 sur n et 1 sur n de n demi fois phi de 0, ça revient à évaluer phi 0 fois x entre moins 1 sur n et 1 sur n, multiplier ça par n demi, ce qui donne n demi phi 0 1 sur n moins 1 sur n phi 0, ce qui fait 2n phi 0 fois n demi, ce qui fait bien phi 0. Donc l'égalité qui est là est tout à fait correcte. Alors, à ce stade-ci, je vais juste vous faire remarquer la chose suivante. Imaginez que cette intégrale-ci, avec les coefficients n, j'arrive à montrer que ce truc-là, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais si je suis arrivé à faire ça, j'ai fini. Parce que si je vous montre que ce que j'ai là entouré en vert, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, en particulier, je vous ai montré que tfn de phi, ça tend vers phi de 0 quand n tend vers plus l'infini, et la distribution qui a n'importe quel phi associe phi de 0, c'est le delta de Dirac. Donc pour terminer l'exercice, ce qui me reste à faire, c'est de vous prouver que ce que j'entoure là en vert, c'est quelque chose qui tend vers 0. Et pour comprendre ça, je vais d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon intégrale. Donc d'abord, si je regarde l'expression phi de x moins phi de 0, vu que phi est continu, c'est une expression qui va être continue aussi, et je vais l'appeler g de x dans la suite. Deuxième constatation, cette fonction g, en 0, elle vaut 0. Pourquoi? Si je remplace x par 0 en g, j'ai phi de 0 moins phi de 0, ce qui vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire si j'écris avec mes quantificateurs que g est continu en 0 et qu'en plus g de 0 vaut 0? Ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe delta, tel que dx est strictement plus petit que delta, g de x en valeur absolue est plus petit qu'epsilon. Ou dit autrement, vu que g de x est phi de x moins phi de 0, même quantification, et phi de x moins phi de 0 est strictement plus petit qu'epsilon. Je vous réécris mon tfn de phi, je vous réécris l'égalité qui était en dessus, et je vous rappelle, mon but, c'est de vous montrer que l'expression ici, elle tend bien vers 0. Alors, pour faire ça, je vais travailler, si je veux montrer qu'une suite tend vers 0, si j'arrive à montrer que la valeur absolue de cette suite tend vers 0, j'ai gagné. Donc je prends cette intégrale, je la mets en valeur absolue, et vous savez que la valeur absolue d'une intégrale, c'est plus petit ou égal que l'intégrale de la valeur absolue. Donc c'est cette première inégalité, et maintenant je vais travailler avec ma petite réflexion sur la continuité de g de x, et je vous réécris juste ce que j'avais écrit en haut. On sait que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que dès que x est assez petit, g de x est strictement plus petit qu'epsilon. Alors je vous fais juste remarquer que dès que ce x est assez petit, ça nous arrange, parce que nous on va intégrer où? Entre moins 1 sur n et 1 sur n. Donc de toute façon, on va intégrer que pour des petits x. Donc pour des petits x, on va pouvoir majorer g de x en valeur absolue par epsilon. Donc je fixe epsilon, on reçoit un delta qui nous est donné par la formule, et quand n est assez grand, on est sûr que 1 sur n est assez petit, à savoir plus petit que delta. Et donc, si on est sous ces conditions que x est assez petit ou qu'un sur n est assez grand, l'expression qui nous intéresse, on peut dire, celle-ci, elle est plus petite qu'epsilon. Et donc, l'intégrale qui nous intéressait est plus petite que n demi fois l'intégrale entre moins 1 sur n et 1 sur n de epsilon. Mais par le même type de petit calcul qu'on a fait dans le cadre en orange en haut, cette intégrale-là, elle vaut exactement epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que pour tout epsilon strictement positif, quand n est assez grand, l'intégrale ici qui nous intéresse est strictement plus petite qu'epsilon. Et ça, c'est encore la même chose que de dire, on vient de montrer que ce que je vais juste formaliser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour n assez grand. Mathématiquement, on écrit pour tout epsilon, il existe n0, tel que pour tout n plus grand ou égal à n0, l'expression qui nous intéresse est plus petite qu'epsilon. Mais ça sert quoi? C'est rien d'autre que la définition de limite.
Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que la limite quand n tend vers plus l'infini de n demi intégrale entre moins 1 sur n et 1 sur n de phi de x moins phi de 0 égale 0. Ou encore, si je reviens à mon expression de départ, tfn de phi, que j'avais écrit comme ça, vu que cette intégrale tend vers 0, j'ai bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de tfn de phi tend vers phi de 0. Donc, la suite des distributions associées à ma suite de fonctions fn converge vers delta au sens de d'. Voici ce qui conclut cette vidéo sur la convergence dans des primes et qui conclut par en même temps cette petite série de vidéos. J'espère que ça vous aura aidé à appréhender les différences qu'il y a entre les convergences classiques de fonctions et les convergences au sens des distributions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Je vous souhaite bon courage et prenez soin de vous.